Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le président de la République a signé 2 décrets ce mercredi. Le gouvernement a été dissous. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit dans ses fonctions. Il est chargé de proposer une nouvelle équipe gouvernementale issue du RHDP et de la société civile. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils ont évoqué la coopération entre l'OMT et la Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. La sécurisation foncière est un objectif prioritaire pour le secteur agricole. Le programme d'appui au foncier rural est donc en marche. Les acteurs veulent boucler tous les dossiers en accélérant le processus de délimitation des territoires, des villages. Le but est d'assurer la sécurisation foncière. En Thaïlande, 12 enfants et leur entraîneur de football sont coincés dans une grotte depuis plusieurs jours dans le nord du pays. Les autorités réfléchissent sur la meilleure stratégie à adopter pour les évacuer. Elle reste partagée entre une évacuation rapide et une attente prolongée dans l'espoir que les pluies cessent. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé 2 décrets ce mercredi. Il a mis fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit. Il est chargé de proposer une nouvelle équipe gouvernementale issue du RHDP et de la société civile. Je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ensemble, ils ont évoqué la coopération entre l'OMT et notre pays, notamment la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Mama Traoré pour le reportage. Classer la Côte d'Ivoire dans le top 5 touristique africain d'ici 2025. Telle est l'ambition portée par le projet Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, compte apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Soutien traduit par son secrétaire général au vice-président Daniel Kablan-Duncan. La vision de 5 millions de touristes dans 5 à 7 ans est une bonne possibilité. Et cela, nous voyons une population de 1,2 ou 3 milliards en Afrique. Donc, c'est un bon projet pour nous, une bonne vision. Nos objectifs encore, c'est de pouvoir créer de nouveaux emplois et des infrastructures à bien maintenir. Le projet Sublime Côte d'Ivoire contient 9 réformes phares visant à faire du tourisme le 3e pôle de développement économique du pays.
Sa mise en œuvre verra le renforcement du cadre institutionnel, la réalisation d'ouvrages dédiés au tourisme et à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tout cela pour un coût global de 3 000 milliards de francs CFA à mobiliser par l'État. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a également reçu chez lui une délégation des cadres et élus du Sud Comoé, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. La délégation est allée lui exprimer son soutien et ses encouragements et surtout l'inviter à poursuivre toutes ses actions de cohésion, de développement aux côtés du président de la République. On en sait plus avec Abou Sanogo. La région du Sud Comoé aux côtés du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une délégation d'élus et cadres conduite par le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano est allée exprimer à Daniel Kablan-Duncan son soutien et sa solidarité après le chahut dont il a fait l'objet au bureau politique du PDCI RDA au mois de juin dernier. Il l'a invité par ailleurs à poursuivre ses efforts en faveur du développement de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République Alassane Ouattara et du président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Nous sommes venus à la tête d'une forte délégation de la région du Sud Comoé, dont le vice-président de la République, son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, est originaire. C'est la plus haute personnalité de notre région. Lui rendre nos civilités, au cours desquelles nous lui avons apporté notre soutien, nous lui avons exprimé notre solidarité et nos encouragements suite à la réunion du bureau politique du PDCI, au cours de laquelle il a été malencontreusement chahuté, alors qu'il souhaitait simplement exprimer une opinion. C'est quand même le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été choisi par le président de la République comme vice-président de la République, avec les encouragements du président du PDCI RDA, le président Bédié. Donc il n'était pas admissible qu'il soit chahuté de la sorte dans une réunion qui se tenait dans ce format-là. Nous avons souhaité, comme c'est la coutume chez nous, rappeler à ce frère aîné pour certains, à cette haute personnalité de l'État, qu'elle était soutenue par sa région. C'est le sens de notre démarche de ce soir. Et nous avons encouragé M. le vice-président de la République à poursuivre toutes les initiatives qu'il entreprend depuis des mois dans le sens du rassemblement des Ivoiriens, dans le sens du rassemblement de la famille oufouettiste, pour la stabilité de ce pays, pour pérenniser la paix, le développement et aller vers l'émergence à l'horizon 2020. En retour, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a salué les élus et cadres du Sud Comoé pour leur marque d'attention et de considération à son endroit. Puis, leur a fait part de sa détermination à continuer à travailler avec le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour l'intérêt supérieur de la nation. Les élus et cadres de la région du Sud Comoé se sont engagés à faire bloc autour du chef de l'État Alassane Ouattara pour la réussite de sa mission. Une autre délégation constituée cette fois-ci, vous allez le voir, d'hommes d'affaires américains était avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation conduite par le sous-secrétaire au commerce pour le commerce international a signé plusieurs accords avec les entrepreneurs ivoiriens. Il s'agit d'accords de partenariat dans les domaines de l'économie numérique, les énergies renouvelables et les infrastructures. Jean-Luc Bambo pour le reportage. À la tête de la délégation des chefs d'entreprise américains en visite d'affaires sur le sol ivoirien, le sous-secrétaire d'État américain au commerce international, Jill Kaplan, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Entouré de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre s'est également entretenu avec l'ensemble de la délégation américaine. Sur la table des discussions, les opportunités commerciales et des défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines en Côte d'Ivoire. Ainsi, avant ces échanges avec le Premier ministre, le directeur des opérations du Millennium Challenge Corporation, Jonathan Nash, a mis en avant le programme Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de 524,7 millions de dollars, soit plus de 295 milliards de francs CFA, octroyés par le MCC. Notre principal objectif à terme, c'est d'améliorer et augmenter la part des investissements dans le système éducatif, notamment dans le secondaire afin de faciliter l'accès à l'éducation. En gros, ce programme fera de l'éducation son cheval de bataille, cage de développement de tout pays. Les accords de prêt ont été signés, approuvés par le gouvernement. Le conseil d'administration qui va donc gérer ce projet a été mis en place et fonctionne.
Le recrutement du personnel de l'équipe de projet est en cours. On prévoit normalement pour la fin du premier trimestre 2019 le démarrage effectif sur le terrain du projet. Pour couronner cette journée de travail, un déjeuner a été offert à la délégation américaine par le gouvernement ivoirien. Je voudrais souhaiter que cette mission soit une mission qui permette d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les membres de la délégation dite du Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire des affaires en Afrique se serviront des informations recueillies en Côte d'Ivoire pour formuler à l'intention du président américain Donald Trump des recommandations concrètes afin d'approfondir les relations commerciales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été estimés à plus de 900 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes ambitionnent de les porter à plus de 1695 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Je vous conduis à présent dans les locaux de la première compagnie de la garde républicaine au plateau qui vient d'être dotée d'une nouvelle cantine. Elle est équipée d'une cuisine et d'un réfectoire d'au moins 200 places. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée aujourd'hui même au sein du sous-groupement du plateau. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre chargé des Affaires présidentielles Ibrahim Ouattara. Les résultats de l'étude diagnostique du secteur des médias en Côte d'Ivoire viennent d'être livrés. Le but est de contribuer à la professionnalisation des médias. L'étude a été initiée avec l'appui du système des Nations Unies à travers l'UNESCO. Voyons les résultats de cette étude avec notre reporter Serge Coléa. La presse en Côte d'Ivoire est malade. Elle ne se porte pas du tout bien. Les rédactions se meurent, les journaux ne se vendent plus. Les professionnels du secteur ne bénéficient pas souvent d'une couverture sociale, encore moins d'une rémunération conforme aux exigences de qualité. Le comité d'experts mis en place par l'UNESCO pour faire l'étude diagnostique a recensé 23 pathologies qui freinent l'évolution de ce secteur. Que faire face à la mévente des journaux? Comment susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs? Quelle stratégie mettre en place pour une distribution instantanée des journaux sur l'ensemble du territoire? Autant de problématiques auxquelles Zio Moussa et les autres experts ont tenté d'apporter des solutions. Ces solutions, pour sauver la presse ivoirienne du naufrage, se déclinent en 24 points. Un point d'honneur est mis à la formation et à la professionnalisation du secteur. Ido Yao, représentant régional de l'UNESCO, a salué le travail abattu. Il a ensuite mis les résultats des travaux à la disposition du ministre de la Communication. Nous notons que la qualité, en définitive, est l'affaire exclusive des entreprises de presse. L'État pourra faire sa part. Mais après, faites des études pour voir comment est perçu votre produit, pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer. Plusieurs patrons de presse et chefs d'entreprise audiovisuelles ont reçu le document sur l'étude diagnostique du secteur de la presse qui fait plus de 400 pages. Voilà, nous ouvrons le chapitre consacré maintenant au secteur agricole. La sécurisation foncière reste un objectif prioritaire justement pour ce secteur, le secteur agricole. Le programme d'appui au foncier rural est donc en marche. Les acteurs veulent boucler tous les dossiers en accélérant le processus de délimitation des territoires des villages. Le but est bien sûr d'assurer la sécurisation foncière, nous explique Noël Niagno. Ces membres du corps préfectoral, 25 préfets et 80 sous-préfets, la haute direction de l'AFOR, l'agence foncière rurale, la direction générale de l'administration du territoire, un financier sont à l'atelier. La cause, un hectare est à rattraper dans le cadre du processus de délimitation des terroirs villageois. Sur 1300 dossiers bouclés, seulement 452 sont sortis. Comment finaliser les 848 autres en souffrance pour être conforme à l'un des indicateurs définis de commun accord avec l'Union européenne? Et cela en 2 mois. Les participants à cet atelier dit d'accélération ont passé en revue les points de blocage par sous-préfecture. Ils se sont donné les moyens pour lever les obstacles identifiés parce que le temps leur est compté. En un mot, ils ont mis en place un plan d'accélération dans la rigueur. Qui ne conçoit pas bien va à la dérive. Donc c'est avec rigueur, méthode. Il y avait eu une approche technique, il y avait eu des approches. On se rend compte
qu'on peut réduire tel délai. On se rend compte que les textes ne prévoient pas telle procédure, que nous pouvons raccourcir telle procédure. C'est tout cela que nous allons faire pour revenir à des procédures, tout en respectant les tests, à des procédures plus fluides, plus efficaces. Cela, parce que la question foncière est déterminante pour la paix sociale. Le fait qu'il y ait une délimitation des territoires de village, ça apporte de la cohésion, ça apporte la paix, parce que c'est fait dans un cadre où on privilégie le consensus. Les préfets saluent la pertinence du présent atelier au regard de l'importance du projet. Je pense que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui nous a permis d'avoir de nouvelles armes, acquérir l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est un projet très important. Un projet très important pour la Côte d'Ivoire, un projet qui est financé par des bailleurs. Il faut qu'on ait les résultats escomptés. Rappelons que pour l'année 2018, le décaissement de l'Union européenne est subordonné à la délimitation de 1000 villages avec délivrance d'arrêtés ministériels avant fin septembre 2018. Et on s'intéresse également au programme d'appui au secteur vivrier d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Ce programme vise à promouvoir une filière maraîchère plus professionnelle, performante et organisée. Le lancement de ce programme a eu lieu à Lolobo, dans le district de Yamoussoukro. Kwadio Kwame, Jean de Dieu. L'appui aux filières manioc et maraîcher, le PASV, est composé de 3 volets. Manioc, maraîcher et nutrition, et sera exécuté dans 21 régions de Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Financement de la Côte d'Ivoire qui est du FED exécuté par le FIRCA. L'objectif de la convention est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité. Nous envisageons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué tout l'intérêt de produire du vivrier de qualité afin que l'Afrique arrive à nourrir ses fils. Il faut une part de mécanisation, il faut de l'innovation dans la production, la transformation, la commercialisation des produits. La joie est indicible pour les femmes de pouvoir se réaliser. On a notre usine, on va faire de bons attiqués, on aura des bons clients qui vont payer cash et puis on va avoir l'argent. Le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'impact positif et les innovations du projet. C'est 7500 emplois directs qui seront générés par ce projet. Une production additionnelle de 300 000 tonnes de manioc frais et de 34 000 tonnes de maraîchers. On mettra à disposition des producteurs 100 millions de boutures pour couvrir 10 000 hectares chaque année. Au cours d'un point de presse clôturant ce lancement, le ministre Sangafoua Mamadou a souligné que l'avènement du PASV marque la naissance et la consolidation d'un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole. Et on poursuit notre voyage agricole dans ce 20 heures avec la coopération chinoise qui forme des riziculteurs de 27 régions ici en Côte d'Ivoire. Ces riziculteurs renforcent leurs capacités sur les techniques de production du riz. Cette formation va permettre aux riziculteurs d'améliorer leur capacité de production. De 30 participants en 2016, ils sont à ce jour plus de 70. L'objectif est bien sûr d'assurer la sécurité alimentaire d'ici à 2020. Les experts en environnement sont réunis ici à Abidjan. Ils réfléchissent à des stratégies pour mieux défendre leur corporation et surtout promouvoir des actions pour la préservation de l'environnement. Ces experts ont mis en place une chambre, c'est ce que nous explique de façon détaillée Grace Kando. Éviter certaines catastrophes écologiques et humaines aux populations, proposer des approches pour améliorer l'évaluation des projets de développement, améliorer les textes réglementaires et législatifs en matière de protection de l'environnement. Autant de raisons qui ont poussé les experts à la création d'une chambre d'experts en évaluation environnementale et sociale en Côte d'Ivoire dénommée CIVEX. Nous sommes de plus en plus rendus compte que la qualité des prestations est en train de prendre de l'eau un peu partout parce que malheureusement
certains se proclamant experts en environnement ne sont pas connus ici. Et en mettant sur pied la CIVEX, il s'agit de voir qui fait quoi pour pouvoir améliorer les capacités des uns et des autres. C'est en toute rigueur, toute responsabilité que nous allons travailler. Aucun investissement ne se fasse sans que nous ayons fait une étude, sans que nous ayons fait un suivi de l'exécution pour que les catastrophes qui sont arrivées ici et ailleurs soient minimisées. Protéger et sauvegarder les intérêts nationaux en matière d'environnement, c'est l'une des missions de la CIVEX. Ce que j'attends des bureaux d'études et consultants indépendants qui composent la CIVEX, c'est que vous me prouviez que vous avez atteint la maturité. Il faut démontrer aux Ivoiriens que votre professionnalisme ne souffre d'aucun doute. Il faut prouver que vous êtes capable de respecter les délais prescrits par le promoteur, mais également par l'aide de votre agence. La CIVEX se fixe un plan d'action pour les 2 années à venir, l'organisation d'ateliers nationaux et internationaux pour le renforcement des capacités des bureaux d'études et consultants individuels membres de la CIVEX. On s'intéresse également à votre santé dans ce 20h et je vous invite à parler d'une maladie, c'est le vitiligo, une maladie de la peau. Cette maladie est à l'origine de la dépigmentation et la cause, la détérioration de la méthanocyte, la substance responsable de la couleur de la peau. Mais quelles sont les conséquences? Le vitiligo peut-il se guérir? Élément de réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko. On l'a accusé de blanchir sa peau, alors que Michael Jackson, la pop star américaine, souffrait d'une maladie de la peau, le vitiligo ou leucodermie. Cette pathologie se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau, une des conséquences de la disparition progressive des cellules responsables de la couleur de la peau. Les personnes qui ont la peau foncée auront des taches rosées et celles qui ont la peau claire auront des taches blanches, le plus souvent au niveau des mains, des pieds, des genoux, des coudes et du visage. Les causes du vitiligo sont méconnues. Toutefois, il faut savoir que le vitiligo est dû à une diminution progressive des cellules qui vont donner la pigmentation de la peau. Ces cellules-là sont appelées mélanocytes. Et c'est la disparition progressive de ces mélanocytes-là au niveau de la peau qui va laisser apparaître des taches blanchâtres sur la peau. Le vitiligo touche une personne sur 50 à 100 dans le monde. 10 à 30% des cas seraient héréditaires selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, sur 200 patients consultés au service de dermatologie du CHU de Treichville, 2 à 3 personnes sont concernées. Touchant aussi bien l'homme que la femme, le vitiligo peut apparaître à tout âge. Mais dans plus de la moitié des cas, il débute entre 10 et 20 ans. Le vitiligo n'est pas contagieux. C'est une affection inflammatoire de la peau. Il n'y a aucune conséquence. Le vitiligo en lui-même pose seulement un problème esthétique. C'est celui qui a l'affection qui va se sentir gêné d'apparaître en public parce qu'il va avoir peur du regard des autres. Hormis ce préjudice esthétique, si le vitiligo n'est pas associé à une maladie auto-immune, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'existe pas de traitement qui guérisse définitivement du vitiligo. Le maquillage est parfois suffisant lorsque le vitiligo est peu étendu. Dans le cas contraire, un traitement s'impose. Une des solutions reste le blanchiment total de la peau. Il y a des traitements effectivement du vitiligo, mais on est souvent confronté à l'impatience des patients. Parce que c'est des traitements qui sont longs, qui peuvent être souvent décevants. C'est des mélanges qu'on fait et que les patients peuvent appliquer sur la peau. Les résultats sont mitigés. Dans une bonne partie des cas, on peut avoir des résultats satisfaisants. Dans les pays européens, ils font de la photothérapie, c'est-à-dire c'est les traitements par des rayons. Les nouveautés thérapeutiques qui existent, c'est les greffes de mélanocytes. Ces greffes de mélanocytes-là ne sont malheureusement pas effectuées dans notre pays. Il n'existe pour l'heure aucun moyen de prévenir le vitiligo. Pour éviter les complications de la maladie, il est recommandé de ne pas trop exposer sa peau au soleil et d'éviter le stress, un des facteurs principaux de nombreuses maladies de la peau. Voilà, attention donc au vitiligo, maladie qui dépigmente la peau. Un reportage réalisé par Ami Sissoko.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert la somme de 20 millions de francs CFA aux sinistrés du conflit foncier de Gandhi dans le département de Biankouma dans le mois de mai 2018. Vous vous souvenez, la quasi-totalité des habitations de ce petit village avait été incendiée et détruite suite à un conflit foncier entre les communautés Toura et Burkinabé. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des sinistrés et des initiatives sont en cours de part et d'autre pour maintenir la paix et la cohésion. 20 millions de francs CFA, c'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux sinistrés du conflit foncier de Gandhi dans le département de Biankouma. Depuis ce triste événement, l'information est arrivée à Abidjan. Le Premier ministre m'a demandé de venir voir ce qui s'est passé. C'est un homme qui est proche des populations. C'est un homme qui regarde toute la Côte d'Ivoire pour que partout où il y a des difficultés, il puisse y apporter quelques solutions. Remettant le don, le représentant du Premier ministre, par ailleurs fils de la région, a saisi l'occasion pour livrer un message de paix et de cohésion sociale à l'endroit de ses parents. Les porte-paroles des populations sinistrées ont exprimé leur reconnaissance au chef du gouvernement et à tous ceux qui leur ont apporté soutien moral, matériel et financier depuis les premières heures du sinistre. En l'occurrence, les autorités administratives, le ministère en charge de la solidarité, les cadres de la grande région du Tonkbi, les cadres du PDCI RDA, le conseil régional du Tonkbi, ainsi que les ONG œuvrant dans l'humanitaire. Notre visite est une visite de solidarité, une visite d'appui, une visite de compassion. Pour rappel, c'est la forêt sacrée de Gandhi qui est à la base du conflit foncier ayant opposé la communauté Toura à la communauté Burkinabé. Bilan, un mort et de nombreux dégâts matériels, dont 319 habitations détruites et ou incendiées. Depuis lors, des initiatives sont menées de part et d'autre par les autorités administratives, les élus, les cadres pour maintenir la cohésion sociale. Les enquêtes sont toujours en cours pour situer les différentes responsabilités. Et au chapitre économie, la Direction générale des impôts s'active pour enrayer la fraude fiscale émanant des entreprises multinationales. Notez que selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la fraude fiscale fait perdre chaque année à l'économie des pays en voie de développement plus de 134 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Mahama Traoré. 15 mesures pour emmener les entreprises multinationales à s'acquitter convenablement de leurs impôts. C'est tout le sens du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices élaboré par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. On va demander aux entreprises vraiment de nous documenter, de nous justifier les prix qu'elles pratiquent avec des entreprises du même groupe. Parce qu'elles pourraient être tentées justement de localiser les bénéfices dans les pays à faible fiscalité et de localiser les charges dans les pays à forte fiscalité pour qu'à l'arrivée, elles payent moins d'impôts. L'OCDE rassure que ce projet n'est pas un obstacle à l'amélioration du climat des affaires. L'idée qu'il y a derrière ce projet BEPS, c'est vraiment que les bénéfices soient imposés au lieu où est exercée l'activité, au lieu où la création, la valeur est créée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Pour l'administration fiscale ivoirienne, il urge de mettre en œuvre ces 15 mesures au regard du préjudice causé à l'économie. Selon les données de l'OCDE, les pratiques liées au BEPS occasionnent aux États une perte annuelle estimée entre 56 100 et 134 640 milliards de nos francs, équivalent de 4 à 10% des recettes provenant des impôts sur les sociétés. Pour combler un tel déficit, la Direction générale des impôts entend mettre en œuvre le projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, d'où l'assistance technique dont elle bénéficie de la part de l'OCDE. Pour la nouvelle à l'étranger, en Thaïlande, 12 enfants et leur entraîneur de football sont coincés dans une grotte depuis plusieurs jours dans le nord du pays. Les autorités thaïlandaises réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter pour les évacuer. Elle reste partagée entre une évacuation rapide et une attente prolongée dans l'espoir que les pluies cessent. Et espérons que ces enfants et leurs entraîneurs sortiront de cette grotte. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.
Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.